Stranger Things aura été l'un des grands phénomènes télévisuels de ces 10 dernières années. Le charme des années 80, une bande de gamins attachants, un monstre pas commode, le tout dans une ambiance qui rappelait fortement les grands classiques de Spielberg, c'était clairement la recette du succès. Et ça a fonctionné. En 5 saisons, la série Netflix est toujours parvenue à passionner les foules. Et alors que le grand final approche, je me suis dit que ce serait pas mal de parler d'un film sorti quelques années avant Stranger Things et qui avait déjà en lui tout ce qui allait faire le succès de la série. Un film réalisé par J.J. Abrams et produit par Steven Spielberg lui-même. Excusez du peu. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui, on va parler de Super 8. Salut ma gueule, c'est John Michael et aujourd'hui je vais te révéler quelque chose de tellement incroyable que c'en est à peine croyable. T'es bien assis? Alors écoute-moi bien. Est-ce que tu savais que tu pouvais gagner de l'argent en jouant à des jeux? Oui, du vrai argent. Pas des points, pas des NFT douteux, de l'argent, du pognon, du flouze, de la moula si tu préfères. Laisse-moi t'expliquer comment ça se passe. FreeCash, c'est la plateforme qui te paye pour t'amuser. Tu testes un jeu mobile, tu réponds à 2 sondages et boum, ton compte grimpe plus vite que ta tension devant Super 8. Et c'est pas de l'arnaque, le site est noté 4,8 étoiles sur Trustpilot. C'est plus que la moyenne des derniers Marvel ça, non? Allez viens, je te montre comment ça marche. Regarde-moi cette belle interface déjà. Une fois que t'es là-dessus, t'as qu'à sélectionner l'offre qui te fait envie. Regarde, moi j'ai envie de tester ce jeu, Love Water, ça a l'air sympa. Je clique, je télécharge, j'active le suivi de l'application pour recevoir mes récompenses correctement, très important, et hop, y a plus qu'à jouer et récolter le cash. Et ça, tu peux le faire en regardant ta télé, dans les transports, même dans la file d'attente à la boulangerie. Alors t'es convaincu? Forcément, qui dirait nous à remplir son compte en banque en s'amusant? Alors clique sur le lien en description ou scanne ce QR code pour t'inscrire sur FreeCash. Et ce qui est génial, c'est que t'as droit à 5 € à l'inscription dès l'activation de ta première offre. Et plus tu remplis d'offres, plus tu vas débloquer de récompenses. Alors qu'est-ce que t'attends? Amuse-toi bien ma gueule, et de rien pour l'astuce. Pense à moi quand tu seras riche, je te passerai mon rib. L'œuvre de Steven Spielberg a bercé l'enfance de plusieurs générations. Que ce soit E.T., Les Dents de la Mer, Indiana Jones ou Jurassic Park, tous ces films ont su captiver l'imaginaire du public d'une manière indescriptible. Et parmi ces spectateurs émerveillés, dans les années 80, il y avait les cinéastes de demain. Et d'aujourd'hui, du coup. Et notamment Jeffrey Jacob Abrams, J.J. Abrams pour les intimes, celui qui allait plus tard créer les séries télé cultes Lost et Alias, rebooter Star Trek et lancer une nouvelle ère Star Wars sous l'égide Disney avec l'épisode 7. Bref, il a un CV assez chargé le bonhomme. Mais à l'âge de 8 ans, J.J. n'en est pas encore là. N'étant ni un meneur ni un grand sportif, le jeune J.J. n'est pas des plus populaires auprès de ses camarades. De nature plutôt discrète, il se fond dans le paysage. Et puis un jour, il découvre quelque chose d'incroyable, le cinéma amateur. La possibilité de faire soi-même ses propres films. Et si J.J. manque de moyens, il ne manque pas d'idées, mettant en scène des films de monstres, de science-fiction et d'action qu'il tourne avec sa caméra Super 8. Le Super 8, c'était le format phare pour les films amateurs dans les années 60 et 70. C'était une bobine de pellicule de 8 mm de large, d'où son nom, qui pouvait enregistrer 3 minutes de film en tout et pour tout. Ensuite, il fallait confier sa bobine au laboratoire qui mettait 1 semaine à développer le chef-d'œuvre. Qui était généralement beaucoup moins bon que prévu. Mais ce qui importait, c'était pas de faire un bon film, c'était de faire un film. Et c'est ainsi que J.J. trouve son échappatoire et une bande d'amis. En faisant des films. Avec les années, il croise la route de pas mal de monde, notamment un certain Larry Fong, également cinéaste en herbe, qui deviendra plus tard son directeur photo. Parmi les autres rencontres, Brian Burke, qui deviendra quant à lui son producteur. Et à 14 ans, il fait la rencontre de Matt Reeves, avec lequel il créera la série Felicity, avant de produire Cloverfield, son 2e long métrage. Ainsi, Abrams et ses amis forment une petite communauté de cinéastes amateurs, dont le principal point commun est leur amour des films de Spielberg. En mars 1982, Abrams et Reeves participent au Best in Super 8mm Films of 81, un festival dans lequel de jeunes réalisateurs avaient la possibilité de présenter leurs films en Super 8. Abrams y présente High Voltage, comédie d'horreur de 45 minutes, et Reeves présente quant à lui Stiletto, un court-métrage de 30 minutes à ambiance Hitchcockienne. Et pendant le festival, Robert Young, un journaliste du LA Times, décide de venir sur place et de dédier un article à l'événement. Un article qui mentionne le jeune Jeffrey Abrams et son amour pour Spielberg et Carpenter. Et croyez-le pas, mais Spielberg, il lit l'article. Et ça le touche beaucoup. Mais étant donné qu'il a un emploi du temps plutôt chargé, il n'arrive pas à se libérer pour assister à la projection de High Voltage. Oh. Mais attention, il laisse pas tomber pour autant. Ah. Et c'est ainsi qu'il demande à Gerard Revel, l'organisateur du festival, de lui en envoyer une copie pour se faire une projection privée. Et comme il est impressionné et amusé par ce qu'il voit, il lui vient une idée. De son côté, J.J. est plutôt content de cette expérience, même s'il reste mitigé quant au titre de l'article, Les génies imberbes. Et puis soudain, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, Kathleen Kennedy, l'assistante de Steven Spielberg lui-même. Le réalisateur voudrait que lui et Matt Reeves restaurent ses courts-métrages de jeunesse. Abrams n'en croit pas ses oreilles. Il accepte la mission, mais reste sceptique. Et le lendemain, il reçoit un colis contenant les fameuses bobines. Ce sera son tout premier contact avec Spielberg, et ce sera loin d'être le dernier. De nombreuses années plus tard, J.J. Abrams est désormais bien installé dans l'industrie et il compte Steven Spielberg parmi ses proches, qui se rappellent d'ailleurs très bien lui avoir envoyé ses courts-métrages de jeunesse dans les années 80. Et c'est ainsi qu'en 2009, alors qu'il vient juste de signer le reboot de Star Trek qui s'est avéré plutôt fructueux, Abrams décide de soumettre une idée à son mentor. L'idée d'un film sur une bande de jeunes qui font des films en Super 8. Le titre, Super 8. Ouais, des fois, faut pas chercher midi à 14h. Abrams demande donc à Spielberg s'il serait intéressé à l'idée de produire ce film, ce à quoi Spielberg répond positivement. Excellent. Il y avait plus qu'à trouver une histoire à raconter. Parce que pour le moment, c'est un peu flou.
Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut en faire un film dans l'esprit des productions Amblin des années 70-80 qu'il aimait tant. Il veut que Super 8 soit comme un long métrage oublié de leur catalogue, qui referait surface en 2010. Mais s'il a une vision assez précise des personnages, qui seront grandement inspirés de lui et ses amis de l'époque, il lui reste donc à définir l'histoire à proprement parler. Et puis il lui vient une idée. Quelque temps auparavant, il avait vendu un concept à la Paramount qui avait pour point de départ le crash d'un train en partance de la zone 51. Suite au crash, une chose vivante s'en échappait et semait le bazar dans la petite ville du coin. Le seul problème, c'est qu'il lui manquait les personnages. Des personnages et pas d'histoire d'un côté, une histoire et pas de personnage de l'autre, je vous laisse imaginer comment ça va finir. Voilà donc de quoi parlerait Super 8. D'une bande de cinéastes amateurs témoins d'un crash de train spectaculaire dont émerge une créature qui va semer la terreur. Et lorsqu'Abrams en parle à Spielberg, il est amusé d'apprendre que ce dernier avait suivi le même cheminement avec E.T., qui était originellement pensé comme une histoire de divorce, avant qu'il n'y ajoute l'élément extraterrestre. Super 8 marquerait donc la collaboration entre Bad Robot, la société d'Abrams, Amblin, celle de Spielberg, et la Paramount. Et c'est ainsi qu'Abrams se lance dans l'écriture du script, dans lequel il met beaucoup de son vécu. Il s'agirait d'un film très personnel, quasi autobiographique, en plus de constituer un hommage aux films de Spielberg qui ont bercé son enfance et fait de lui le réalisateur qu'il est devenu. Le script prêt, la pré-prod est lancée au tout début de l'année 2010. Ouais, des fois, Hollywood, ça va très vite. Parmi les nombreuses tâches à accomplir, 3 d'entre elles s'avèrent absolument capitales. Trouver la ville dans laquelle l'équipe partira tourner les extérieurs, concevoir le look de la créature et caster 6 jeunes acteurs parfaits. Pour ce qui est de la ville, l'objectif est d'en trouver une qui ait un look proche de l'année 1979 dans laquelle le film se déroule. Le chef décorateur Martin Wist part donc en repérage pour trouver la ville parfaite, parcourant l'Ohio, la Pennsylvanie et jetant même un œil dans le Connecticut. Mais c'est en Virginie occidentale qu'ils finissent par trouver la perle rare. Abrams a un coup de cœur pour la ville de Weirton, une ville industrielle qui connut une période faste dans les années 70 grâce à ses fonderies, avant que les choses ne finissent par se dégrader d'année en année, raison pour laquelle la ville avait très peu changé en 40 ans. Alors en soi c'est plutôt triste, mais pour la prod, c'était une véritable aubaine. L'équipe déco investira donc la ville et Martin Wist se procurera le plus de photos possible datant de cette période pour être à même de la refaçonner précisément à cette image passée, allant jusqu'à réaménager des magasins qui avaient mis la clé sous la porte depuis longtemps et lui offrant ainsi un véritable relooking temporel. Concernant le monstre, J.J. Abrams fait appel à son collaborateur Neville Page, qui avait précédemment œuvré sur le kaiju de Cloverfield. En général, dès qu'il s'agit de concevoir une créature extraterrestre, les standards hollywoodiens ont 3 catégories différentes. L'arachnide à plusieurs pattes, la grosse bête musclée ou l'extraterrestre élégant. Mais pour Abrams, il faudra qu'elle entre dans les 3 catégories à la fois. Ça s'annonce simple. Pour commencer, il faut s'attaquer à la silhouette du monstre. En effet, Abrams, fidèle à son amour pour le mystère, veut en révéler le moins possible pendant la majeure partie du film, se contentant d'en montrer partiellement sa silhouette, qui ne donnerait en réalité qu'une idée très vague de ce à quoi la créature ressemble. Le but étant même d'induire le public en erreur, en révélant des parties du monstre qui l'amèneraient à envisager de fausses pistes quant à son véritable aspect. Pour créer cette silhouette unique, Page s'appuie sur la technique du test de Rorschach. Il présente plusieurs variations à Abrams jusqu'à arriver à un résultat qui lui convienne. Ainsi, une fois sa silhouette validée, il pourra concevoir le design de la créature. Un design dont certaines caractéristiques seront dictées par le scénario. La créature doit pouvoir exprimer des émotions, marcher, avoir des mains articulées, être capable de creuser des trous et surtout parvenir à être à la fois terrifiante et émouvante. Easy peasy. Page s'affaire donc à élaborer le design parfait, celui qui répondra à la fois aux besoins du film, aux envies d'Abrams et de Spielberg, et aux siennes. Un travail qui l'occupera pendant de nombreux mois, jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant pour tous les parties impliqués. Celui d'une créature bipède de 5 mètres, dont les bras peuvent se séparer en deux, lui donnant soudainement une allure insectoïde. Un résultat à la fois étrange et unique qui enthousiasme Abrams. Après quoi, c'est ILM qui prendra la main pour lui donner vie. Parlons maintenant casting. Abrams le sait, si les 6 jeunes acteurs principaux du film ne sont pas convaincants, si leur alchimie ne fonctionne pas à l'écran, c'est tout le film qui s'effondrera. La pression est donc énorme pour trouver les interprètes parfaits. 5 garçons et une fille. Et pour obtenir les interprétations les plus naturelles possibles, pour éviter des performances trop jouées, il veut de jeunes acteurs sans grande expérience du métier. Début 2010, les auditions démarrent. Un appel national est lancé et la production reçoit pas moins de 5000 candidatures provenant parfois d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Allemagne. Mais Abrams étant bien décidé à garder le secret autour de son nouveau projet, aucun candidat n'aura de détails quant à la nature du film en question. Les pages du script qu'on leur confie étant factices et le titre lui-même étant remplacé par Little Darling. Pour incarner Joe, le personnage principal, celui dans lequel Abrams a mis le plus de sa propre personnalité, c'est Joel Courtney, jeune acteur de 14 ans sans expérience, qui obtient le rôle après pas moins de 14 auditions. À ses côtés, Elle Fanning, la sœur cadette de Dakota, décroche le rôle d'Alice, dont Joe tombait éperdument amoureux. L'actrice a beau être 2 ans plus jeune que son personnage, sa maturité et sa taille font vite oublier ce détail. Et son talent impressionne immédiatement l'équipe, qui est rapidement convaincue qu'elle est faite pour incarner Alice. Autour de ce duo s'ajouteront Riley Griffith dans le rôle de Charles, le réalisateur du court-métrage en Super 8 et meilleur ami de Joe, ainsi que Gabriel Basso, Ryan Lee et Zach Mills. Abrams annoncera lui-même la nouvelle à chacun des jeunes acteurs et organisera une lecture du scénario rien que pour eux, leur permettant enfin de savoir dans quoi ils avaient mis les pieds. Et pour compléter la distribution, côté adulte, on trouvera le toujours impeccable Kyle Chandler, Ron Eldard, Noah Emmerich ainsi que Glynn Turman. Un acteur pas étranger aux productions Amblin puisqu'il avait auparavant incarné le professeur de Billy dans Gremlins de Joe Dante. Ainsi, pendant les quelques mois de préparation qui les séparent du tournage, Abrams
fait le maximum pour que ces jeunes acteurs se côtoient le plus possible au sein de Bad Robot, l'idée étant d'instaurer une véritable camaraderie au sein du groupe. En avril 2010, on annonce un projet mystérieux créé en collaboration avec Spielberg, conçu comme un hommage au film de ce dernier, dans lequel des gens ordinaires font face à un événement extraordinaire. Mais pas de titre, ni plus de détails concernant l'histoire. Un mois plus tard, alors que le tournage n'a pas encore débuté, Abrams décide de faire monter la hype en utilisant une technique qui avait fait ses preuves sur Cloverfield, le marketing viral. C'est ainsi qu'un mystérieux teaser d'1 minute 30 est diffusé sur le net. Au centre de celui-ci, un spectaculaire crash de train et ce qui semble être une dangereuse créature sur le point de s'échapper d'un wagon. Pour finir, son titre, Super 8. Mais juste avant, une séquence subliminale contenant un message caché. Scariest thing I ever saw. La chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Et en tapant scariestthingiEversaw.com dans la barre d'adresse de son navigateur, on arrivait sur un jeu de pistes en ligne révélant des informations assez cryptiques sur l'univers du film. C'était la première pièce d'un puzzle qui allait se déployer sur plus d'1 an. Résultat, le buzz est immédiat. Les réseaux s'emballent et certains y voient même un préquel à Cloverfield, ce qu'Abrams démentira rapidement. Et maintenant que la hype était lancée, il restait quand même à tourner le film. Le 20 septembre 2010, le tournage de Super 8 démarre, avec un budget de 50 millions de dollars. Ce qui n'est pas énorme pour un gros film de studio. L'équipe s'installe donc à Weirton pour 5 semaines de prise de vue, où la Virginie occidentale de 2010 devra passer pour l'Ohio de la fin des années 70. Et le chef décorateur Martin West et son équipe ont accompli un travail impressionnant. Devantures de magasins, panneaux, couleurs, voitures, détails architecturaux, tout a été minutieusement repensé pour recréer fidèlement l'atmosphère de 79. Un voyage dans le temps qui occasionnera un véritable choc générationnel lorsque Joel Courtney devra utiliser un téléphone à cadran et qui n'aura aucune idée du mode de fonctionnement de cette antiquité. Heureusement, la prod bénéficie d'un important soutien de la part de la ville qui se montre très coopérative malgré les bouleversements occasionnés. Ils auront notamment droit à plusieurs nuits de tournage à base d'explosions, de coups de feu et de tanks qui se baladent dans le voisinage. Mais les Weirtoniens, ils s'en foutent. Ils sont contents. Ça fait de l'animation. Et la prod en profite même pour engager 700 locaux comme figurants pour énormément de scènes. Du côté des jeunes acteurs, la mission est accomplie. Ces quelques mois de préparation ont fait naître une amitié bien réelle au sein du petit groupe. Une complicité dont le réalisateur est bien décidé à tirer le meilleur. Son inspiration provenant d'une production Amblin bien connue, les Goonies. Pour Abrams, le film de Richard Donner mettait en scène la quintessence de ce qu'était une amitié entre jeunes ados. Un joyeux chaos permanent, des dialogues qui s'entrecroisent et des personnages qui se coupent la parole sans se soucier des politesses. Pour retrouver cette énergie, Abrams choisit de répéter le moins possible. Parfois même, il lance la caméra sans prévenir, filmant les répétitions à leur insu. Et c'est souvent là qu'il obtient les meilleures prises, portées par une pure spontanéité. Et pour apporter encore plus de naturel à leurs échanges, le réalisateur leur apprend des mots d'argot de cette période qu'ils pourront placer où bon leur semblera. Si Super 8 est évidemment imprégné de l'esprit Amblin, hors de question pour J.J. Abrams de se complaire dans l'autoréférence. Ainsi, aucun poster de film de Spielberg ne figurera dans la chambre de Charles, le réalisateur en herbe. À la place, le réalisateur décide d'en faire un fan de films d'horreur. On y aperçoit donc les posters de Halloween et de Dawn of the Dead. Au final, la seule référence plus ou moins explicite qui est faite à l'œuvre de Spielberg est le numéro de la ligne électrique M38, qui figurait dans le script original de Rencontre du troisième type, mais pas dans le film. Fallait la trouver, la ref, ouais. Si les garçons sont souvent plus occupés à s'amuser qu'à travailler, se laissant facilement distraire et oubliant parfois les consignes d'Abrams, Elle Fanning, elle, fait preuve d'un grand professionnalisme. Le réalisateur s'amuse d'ailleurs beaucoup de voir à quel point le comportement des garçons peut changer dès qu'elle arrive sur le plateau. Soudain, ils deviennent beaucoup plus polis et nettement plus matures qu'à l'accoutumée. Ce qu'on ne pourra pas leur enlever par contre, c'est leur entrain. Ils sont toujours prêts à s'investir et se montrent très endurants lors des scènes plus physiques, notamment la scène où des tanks rasent tout un pâté de maison et où le petit groupe se trouve plongé au milieu du chaos. S'ils s'attendent à devoir céder leur place à des cascadeurs, ils sont très étonnés lorsqu'on leur offre la possibilité de jouer la scène eux-mêmes. Ils apprendront plus tard que s'ils avaient hésité ne serait-ce qu'un instant, les doublures auraient pris leur place. Mais leur énergie et leur détermination étaient telles qu'ils semblaient prêts à affronter n'importe quoi. De son côté, Joel Courtney découvre le métier d'acteur au sein de cette gigantesque machinerie hollywoodienne, et autant dire qu'il est nerveux. Avec le rôle principal du film sur ses épaules, parler de pression est un doux euphémisme. Mais Abrams se montre bienveillant et compréhensif. Ses encouragements et sa validation aident ainsi Joel à se sentir rassuré et soutenu. Et une fois les séquences à Weirton en boîte, l'équipe plie bagages et rentre à Los Angeles, où elle investit cette fois les studios Playa Vista. Et Spielberg dans tout ça? Et bah Spielberg, il est occupé par la production de Cheval de guerre, mais il fera tout de même son possible pour rendre visite à Abrams sur le plateau, ce qui intimide énormément le jeune casting, ainsi que Larry Fong, le directeur photo. Car Abrams et lui se sont donné pour objectif de recréer le look Amblin défini par Spielberg lui-même. Tournage sur pellicule, optique anamorphique, plan plus long et posé, alors quand Spielberg jette un œil à ses plans, Fong a des sueurs froides. Mais quand il vient lui dire que le résultat est superbe, le directeur photo est émerveillé. Il a obtenu la validation de son idole. Parmi les scènes à tourner à Los Angeles, il y a celle capitale du fameux crash de train. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne sera pas tournée en studio devant des fonds verts, mais bien en extérieur, plus précisément à Firestone Ranch, au nord de Los Angeles.
Là, l'équipe pose 250 mètres de voie ferrée, bâtit une petite gare et irrigue les sols pour y faire pousser de l'herbe bien verte, ce terrain sec et aride n'étant pas compatible avec les paysages de l'Ohio dans lesquels Super 8 est censé prendre place. Pour ce qui est du tournage, il se déroulera de nuit et sera riche en explosions. Et si ce genre de séquence remplie d'action et d'effets spéciaux est généralement millimétré, Abrams choisit de la concevoir au fur et à mesure de son tournage. Il dispose bien de quelques storyboards et a fait un minimum de prévisualisation avec une maquette du décor, mais il a envie de tourner cette séquence à l'ancienne, comme un jeune cinéaste amateur. De leur côté, les jeunes acteurs se retrouvent plongés au cœur de l'action. Véritables effets pyrotechniques, wagons en flammes disséminés sur le décor, une expérience extraordinaire pour eux, même s'ils devront souvent céder leur place à des doublures, n'étant pas autorisés à bosser après minuit. Au sein de Playa Vista, l'équipe artistique a bâti le vaste décor du repère de la créature. Un décor dont la conception aura nécessité pas mal de réflexion. En effet, étant donné qu'il s'agit de galeries creusées par la créature, il fallait savoir précisément à quoi ressemblaient ses mains. Ce pour que le rendu du forage leur corresponde exactement et que les tunnels aient donc bien l'air d'avoir été creusés par cet extraterrestre de 5 mètres. Cette dernière séquence en boîte, le tournage principal de Super 8 s'achève le 16 décembre 2010 et pas mal de larmes ont coulé ce jour-là. La petite troupe avait vécu une expérience extraordinaire et leur amitié s'étendrait bien au-delà du tournage de Super 8. Et à l'heure actuelle, ils échangent toujours des messages de temps en temps. Une amitié qui dure. Comme vous le savez déjà probablement si vous avez vu Super 8, dans le générique de fin, on peut voir The Case, le fameux court-métrage de zombies tourné par les enfants tout au long du film. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que J.J. Abrams a laissé les enfants s'impliquer dans sa création pour obtenir le résultat le plus maladroit et donc authentique possible. Bien évidemment, toute l'équipe sera là pour les épauler, notamment Larry Fong, qui fera tout son possible pour donner un look amateur à ce court-métrage. Au programme, un éclairage cheap, des plans mal composés, des zooms aléatoires... Bref, sur le plateau, tout le monde s'éclate à tourner ça. Et le résultat, imprégné de toutes les maladresses d'écriture, de mise en scène et de montage possible et imaginable, mérite vraiment le coup d'œil. De son côté, Abrams entame une post-prod éclair de 6 mois, le film étant prévu pour débarquer dans les salles américaines en juin 2011. Et il y a pas mal de boulot. Le montage est assuré par Marianne Brandon et Mary-Jo Marquis, les collaboratrices habituelles d'Abrams, et Spielberg est présent pour l'épauler dans cette tâche. Une aide évidemment précieuse, car son œil averti lui permet de régler le moindre problème avec une facilité déconcertante. Une séquence ne fonctionne pas, il a la solution. C'est qu'il a une certaine expérience du métier, le Spielberg. Pour autant, si certains problèmes peuvent être réglés en modifiant la structure des séquences concernées, d'autres nécessiteront de repartir en tournage. Ainsi, ce sont 37 plans additionnels qui seront tournés au sein de Bad Robot avec une caméra RED pour plus de latitude. On peut donc trouver ici et là quelques plans numériques dans Super 8. Ils retourneront également à Weirton en février pour y tourner les plans extérieurs du prologue, pour lesquels ils avaient besoin d'un pâté de maison recouvert de neige. Et lorsqu'Abrams fait revenir quelques-uns de ses jeunes acteurs pour des sessions de post-synchro, mauvaise surprise, Riley Griffith a mué. Le réalisateur lui demandera donc de murmurer ses répliques pour éviter que le personnage passe soudainement de Titi à Batman. Mais Abrams ne sera pas au bout de ses surprises, puisque le 1er avril 2011, pendant les sessions de post-synchro, Joel Courtney, Elle Fanning, Ryan Lee et Gabriel Basso mettent au défi Riley Griffith de faire une blague au réalisateur. L'acteur se rend donc dans son bureau et prétend avoir perdu le script, qui est désormais sur le net. Pendant quelques instants, Abrams est dévasté, jusqu'à ce que le petit groupe débarque en rigolant pour lui révéler la supercherie. Et à ce qui paraît, il a pas trop apprécié la blague. Et pendant qu'Abrams frôle la crise cardiaque avec ses jeunes acteurs, ILM et Scanline sont sur le pied de guerre pour donner naissance à la créature, à son vaisseau, au crash du train, ainsi qu'à de nombreux autres plans nécessitant par exemple des retouches d'arrière-plan pour remplacer la Virginie occidentale par l'Ohio. Le tout sous la supervision de Kim Library. Pour la créature, il a d'abord fallu définir sa manière de se mouvoir. À l'origine, un test d'animation l'a montré marchant sur 2 jambes, mais le résultat manquait de singularité. L'équipe décida alors de repartir de zéro et opta pour une approche plus dérangeante. La créature se déplaçait désormais sur 6 membres, lui donnant une allure arachnide. Un choix qui s'avéra beaucoup plus convaincant à l'écran. Mais ce qui va s'avérer le plus compliqué concernant Cooper... Ouais, le monstre il s'appelle Cooper. Ce qui va s'avérer le plus compliqué concernant Cooper, donc, c'est le rendu de sa peau dans l'obscurité. Bon, je pense qu'à ce stade vous l'avez bien compris, Abrams, il veut éviter de trop montrer la créature. Du coup, elle va passer pas mal de temps dans l'obscurité. Le problème, c'est que sa peau est très contrastée, faite de noir et de blanc. Résultat, en basse lumière, le blanc est visible, mais le noir disparaît, ce qui la rend difficilement perceptible. Alors en soi, c'est plutôt raccord avec ce que voulait Abrams, sauf que certaines scènes exigent qu'on puisse la distinguer un minimum. Dans ces cas-là, ce sera un véritable challenge pour l'équipe de trouver le bon équilibre pour l'éclairer convenablement. Histoire qu'on la voit pas trop, mais quand même un peu. Concernant le crash maintenant, c'est une séquence complexe qui va bien évidemment demander une charge de travail importante, avec bon nombre de plans entièrement numériques à concevoir. Au programme, environnement numérique, animation des wagons, explosion en images de synthèse et incrustation des enfants au milieu du chaos. Pour ce qui est des collisions entre les wagons, l'équipe commence par des simulations pour avoir une idée de la force d'impact avant de peaufiner l'animation à la main. Le tout pour un résultat aussi spectaculaire que possible. Et pour être sûr que les plans numériques s'intègrent parfaitement au sein du film, l'équipe prend soin d'y intégrer toutes les imperfections des optiques anamorphiques pour obtenir un rendu plus organique. Mais le plan à effet visuel le plus
complexe, curieusement, il n'est pas dans la séquence du crash. En réalité, c'est la scène finale de Super 8 qui va demander le plus de travail à l'équipe, celle qui met en scène le vaisseau de Cooper, conçu par l'artiste Ryan Church. Le défi, le vaisseau doit prendre forme à partir de 15 millions de cubes. Pour y parvenir, l'université de Stanford a donc apporté son aide à ILM afin de développer un code sur mesure capable de gérer cette simulation dynamique d'une complexité inédite, aucun logiciel du marché n'étant alors à la hauteur. Et pour le rendu, le vaisseau pouvait nécessiter jusqu'à 24 heures de calcul sur une machine à 12 cœurs. Bref, ça demandait de la ressource. Dernier arrivé sur le projet et pas des moindres, Dennis Muren, vétéran d'ILM qui avait donné de sa personne sur les dinosaures de Jurassic Park, est appelé à la rescousse pour contrôler le rendu visuel des plans. Super 8 étant censé s'inscrire dans la même lignée que de nombreux films sur lesquels il avait travaillé 20 ou 30 ans plus tôt, Muren joue en quelque sorte le rôle de garant de l'authenticité. Ses conseils, des couleurs plus vives et des plans plus longs. Et alors que tout prend forme petit à petit du côté des effets visuels, le compositeur Michael Giacchino, fidèle collaborateur d'Abrams, se penche sur la musique. Le challenge, trouver le juste équilibre entre romantisme et horreur, les deux facettes du film. Et une fois le film fin prêt, Abrams organise une projection privée pour ses jeunes vedettes dans une salle de Bad Robot. S'il prétend les laisser seuls, il reste en réalité avec eux tout au long pour observer leur réaction. Et il n'est pas déçu. Rires, larmes, cris, les jeunes acteurs sont visiblement ravis du résultat. Et alors que la sortie approche à grands pas, le marketing viral continue de plus belle. Dernière trouvaille de l'équipe, un teaser interactif créé en collaboration avec le développeur Valve et jouable directement dans Portal 2, où l'on incarnait un soldat à bord du train lors de son crash. Le 10 juin 2011, Super 8 sort enfin sur les écrans et est accueilli par de bonnes critiques et une réception globalement chaleureuse, même s'il ne fait pas pour autant trembler le box-office. Avec 260 millions de dollars récoltés, dont 127 aux USA, Super 8 est un succès, mais un succès modeste. On ne tenait pas là le carton de l'été. Mais on tenait quand même un super film. Super 8 nous raconte ainsi l'histoire de Joe Lamb, jeune garçon qui vient tout juste de perdre sa mère suite à un terrible accident survenu dans la Syrie locale. Heureusement, pour espérer se changer les idées, Joe peut compter sur sa bande d'amis avec lesquels il tourne un film de zombies en Super 8. Mais lors du tournage, ils sont témoins d'un terrible crash de train. Le truc, c'est que ce crash n'a rien d'un simple accident, puisqu'il a été causé par Woodward, leur professeur de sciences. Suite à cette catastrophe, l'armée investit la petite ville de Lillian. Et alors que les événements étranges se multiplient et que le chaos se répand petit à petit, le petit groupe va tenter de faire la lumière sur la situation. Super 8, c'est le meilleur film de J.J. Abrams, tout simplement. Dès son tout premier plan, qui nous informe avec élégance qu'un accident a récemment eu lieu au sein d'une aciérie, on comprend assez rapidement que contrairement à ses précédents films, Abrams ne va pas chercher le grand spectacle à tout prix. Ce qui l'intéresse ici, ce sont les drames, grands et petits, qui se jouent dans la vie de ses personnages. Alors attention, ça veut pas dire qu'il va pas faire péter 2-3 trucs, mais disons que là, c'est pas la priorité. Au cœur du film, il y a Joe, un jeune garçon qui vient de perdre sa mère et doit donc affronter le deuil sans pouvoir compter sur un père rongé par le chagrin et plus intéressé par son métier de shérif adjoint que par son fils. Et à ses côtés, toute sa bande d'amis menée par Charles, le réalisateur amateur autoritaire bien décidé à devenir le prochain Spielberg. Au milieu de tout ça, Alice Dehnart, la fille dont Joe est fou amoureux. Et ça tombe bien, car ces deux âmes en peine semblent s'accorder tout naturellement pour le plus grand malheur de Charles qui en pense aussi pour la jeune fille. Ce qui frappe d'emblée avec ce petit groupe, c'est son authenticité. Abrams a franchement assuré avec ses jeunes acteurs et leurs interactions sont d'un naturel désarmant. Ça s'insulte, ça se dispute, ça se moque, mais au fond, ça s'aime profondément. Bref, l'amitié entre mecs, la vraie. Et au-delà de la direction d'acteurs d'Abrams, le casting y est bien sûr pour beaucoup dans cette réussite. Si Joel Courtney et Elle Fanning dominent le classement, livrant des performances bien plus exigeantes sur le plan dramatique que leurs camarades, il n'y a pour autant aucune fausse note parmi les jeunes acteurs qui incarnent tous leurs personnages avec talent. Mention spéciale au personnage de Carrie que j'aime énormément, complètement déjanté entre sa passion pour les explosifs et ses réparties bien senties. Mais comme je le disais, ce sont Joel Courtney et Elle Fanning qui mènent la danse. Concernant Courtney, sa performance est d'autant plus impressionnante qu'il s'agit de sa première véritable expérience d'acteur, chose qui ne transparaît jamais tant le personnage de Joe s'avère particulièrement attachant entre ses maladresses de jeune ado amoureux ou la déchirante solitude qui transparaît dans ses yeux dès lors que sa mère est évoquée. Quant à Elle Fanning, la jeune actrice est aussi talentueuse que son personnage, livrant une très belle performance. Et la complicité qui se met petit à petit en place entre Joe et Alice sonne juste et s'avère véritablement touchante. Côté adulte, même si les personnages sont plus en retrait, la distribution reste solide avec Kyle Chandler en tête de file. Ses rapports compliqués avec son fils ajoutant une dimension dramatique supplémentaire à l'ensemble. D'autant que l'écriture se révèle très maligne. Jack, le père de Joe, shérif adjoint de la ville de Lillian, se retrouvant seul maître à bord suite à la disparition du shérif. Une situation qui reflète parfaitement ce qu'il vit depuis la mort de sa femme, puisqu'il doit également gérer seul son foyer. La réplique qu'il lance à son fils lors de leur confrontation prend alors une résonance inattendue. Une réplique à double sens qui met en lumière une vérité que Jack n'avait pas conscientisée. Bref, le casting est excellent et l'écriture n'est pas en reste. Le script alternant habilement entre le drame et des moments plus légers. Mine de rien, Super 8 aborde pas mal de thématiques assez profondes. Le deuil, l'amitié, les premiers amours, les peines de cœur, les tensions familiales ou encore le passage de l'enfance à l'adolescence, et il le fait toujours avec justesse. Mais le tout est bien évidemment recouvert d'un vernis spécial, un vernis de science-fiction.
Parce que Super 8 ne raconte pas simplement les déboires personnels d'un petit groupe d'amis. Les enjeux sont centrés autour d'un gros monstre extraterrestre qui terrorise la ville de Liliane. Mais tel que prévu, pendant la majeure partie du film, c'est le mystère qui règne quant à la véritable nature de la menace. Un mystère qui fonctionne d'ailleurs très bien. Abrams utilise ainsi sa caméra intelligemment pour nous en montrer le moins possible, et ce jusqu'au tout dernier moment, parvenant ainsi à faire grimper la tension car, on le dira jamais assez, rien n'est plus effrayant que l'imagination. Et une fois qu'on l'aperçoit véritablement, le monstre se révèle être une réussite conceptuelle incontestable, portée par des effets visuels qui n'ont pas pris une ride. Une créature impressionnante et terrifiante, mais qui se révèle également émouvante dans les derniers instants. On se surprendra ainsi à ressentir une profonde empathie pour lui, cet être perdu. On le comprend et il nous touche, de la même manière que Joe le comprend quand il le touche littéralement. Pour donner vie à la créature de Super 8, J.J. Abrams pensait originellement utiliser la motion capture, et c'est l'acteur Bruce Greenwood qui fut choisi pour incarner le monstre. L'idée fut cependant abandonnée, sauf pour un moment bien précis du film qui arrive lors du climax. À la fin du film, Abrams voulait absolument que l'on aperçoive enfin les yeux de la créature. Il s'agirait là d'un moment de vulnérabilité et d'émotion où l'on réaliserait qu'elle était beaucoup plus qu'un simple monstre. Et pour concevoir ce plan, les artistes d'ILM purent s'appuyer sur la performance de Greenwood, histoire de disposer de véritables nuances de jeu. Mais ce n'est pas tout. Si les yeux de Cooper étaient censés avoir un look très extraterrestre, Abrams décida finalement de partir dans une autre direction, en les rendant au contraire très humains. Ainsi, les yeux du monstre furent conçus en prenant pour modèle les yeux de Caitriona Balfe, qui incarne la défunte mère de Joe dans le film. Permettant ainsi de mettre en place un lien d'autant plus fort entre Joe et la créature lors de cette scène. Ce monstre, c'est aussi une métaphore du deuil. C'est en tout cas ce qu'Abrams avait en tête en écrivant le scénario. Au-delà du spectacle et des frissons, thématiquement, le monstre incarne ainsi cette force inéluctable que Joe doit affronter pour parvenir à avancer. La créature de Super 8 ne se limite donc pas à son rôle de monstre. Elle se pose en réalité comme le miroir de Joe, ce qui est parfaitement illustré par la scène finale où l'empathie finit par prendre le pas sur la peur. I know bad things happen. Le drame et l'émotion avant tout, donc. Ceci dit, le spectacle n'est pas délaissé pour autant. À commencer bien évidemment par le crash du train, superbement mis en scène et spectaculaire à souhait. Si beaucoup l'ont jugé irréaliste, ce à quoi je répondrais... On n'a jamais dit que c'était un documentaire, les gars. Il faut savoir que c'est un parti pris d'Abrams totalement assumé. Oui, ce crash est exagérément démesuré. Oui, il y a beaucoup trop de wagons et leur façon de voltiger défie les lois de la physique. Mais c'était l'intention. En fait, le réalisateur voulait mettre en scène ce crash non pas en se basant sur des données réalistes, mais en prenant pour référence le souvenir que les enfants en auraient après coup, qui ne serait donc pas une version factuelle, mais exagérée. Abrams prenant l'exemple d'un accident de voiture. Généralement, c'est l'affaire de quelques secondes. Mais quand les victimes le décrivent, elles donnent souvent l'impression d'un moment bien plus long. Comme si le temps s'était ralenti pour elles. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le résultat est franchement enthousiasmant. Ça pète de tous les côtés, le design sonore est impeccable, et la mise en scène lisible est parfaitement découpée, nous immerge avec maestria au cœur du cataclysme avec les gosses. Une séquence d'une intensité folle qui vaut son pesant de popcorn. Et à la fin du film, Abrams remet ça, mettant en scène ce qui ressemble à une véritable apocalypse au sein de la ville de Liliane, quand l'armée investit les lieux et que tanks et fusils se mettent à tirer tout seuls. Cerise sur le gâteau, la musique de Michael Giacchino qui accompagne les événements avec panache. Le compositeur signe d'ailleurs une excellente bande originale avec Super 8. Tel que prévu, les compositions alternent entre douceur et tension pour un résultat des plus solides. Bref, Super 8, c'est une belle réussite. À travers cet hommage à Spielberg et à l'amour du cinéma en général, Abrams nous aura donc offert un film tout à fait digne des productions Amblin qui l'ont tant marqué. Mais bien plus qu'un simple hommage à une époque révolue, Super 8 constitue une véritable pépite de divertissement, avec une bande de personnages aussi drôles qu'attachants, une histoire prenante et un monstre impressionnant. Et si Abrams reconnaît avec le recul avoir écrit le scénario dans la précipitation, ce qu'il regrette fortement, Super 8 n'a vraiment rien de honteux et accomplit parfaitement sa mission en nous faisant tour à tour frissonner, rire et pleurer. Un film avec une âme et du cœur donc, ce qui se fait malheureusement de plus en plus rare dans le paysage formaté des blockbusters hollywoodiens d'aujourd'hui. Et même s'il n'a pas eu le succès qu'il méritait, mine de rien, il a laissé sa marque et gagné en popularité avec les années. Sans doute que le succès de Stranger Things et de la nouvelle adaptation de ça, deux œuvres avec lesquelles le cousinage est plus qu'évident, auront participé à offrir ce regain d'intérêt bien mérité à Super 8. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à Freecast de l'avoir sponsorisé. Pense bien à cliquer sur le lien en description ou à scanner le QR code pour avoir droit au bonus d'inscription de 5€ ma gueule. Plus tu joues, plus tu gagnes. C'est simple, fluide et rentable. Tout ce qu'on aime. N'oubliez pas non plus de liker, partager, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux et je vous dis à bientôt. Salut!